L'ambassade est essentiellement diplomatique. Elle a pour fonction de représenter son gouvernement auprès des autorités du pays où elle se trouve. Ainsi, elle est l'intermédiaire entre deux États. L'ambassade occupe également une fonction informative. Le personnel diplomatique rapporte à son gouvernement l'actualité du pays de résidence dans tous les domaines. Cet aspect peut revêtir une grande importance lors de la préparation des traités internationaux et des visites officielles. Enfin, l'ambassade joue un rôle promotionnel. Il s'agit de défendre la culture, l'économie et les sciences de son pays. L'ambassadeur est le représentant personnel du président de la République. Il est à l'abri de toute pression de l'état de résidence car il bénéficie de l'immunité dont jouissent les diplomates. Le consulat, quant à lui, représente l'administration publique d'un État à l'étranger. Il s'occupe de ses résidents ou voyageurs dans le pays de séjour. Il est chargé de porter assistance à tous les ressortissants dans le respect de la légalité et de l'ordre public local. Il est le lien entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Le consulat général ou le consulat recense et immatricule sa communauté nationale établie à l'étranger. Il est l'officier d'état civil et chargé des fonctions notariales, des questions militaires et de la délivrance des passeports et des cartes d'identité. Il assure aussi la protection consulaire en cas d'arrestation, d'incarcération, d'accident grave ou de maladie. Et il peut intervenir dans les cas de rapatriement. Le consulat organise les élections et dresse des procurations de vote dans le pays où il est implanté. Il délivre en outre aux étrangers des visas d'entrée au pays. Toutefois, le consulat ne peut pas assurer la protection d'un ressortissant qui possède en même temps la nationalité du pays où il voyage. Outre ses missions à caractère administratif, le chef de poste consulaire, à savoir le consul, œuvre au développement des relations économiques, commerciales, culturelles et scientifiques entre son pays et les collectivités locales. Mais alors, d'où vient la confusion entre ambassade et consulat? Dans le pays où il n'existe pas de consulat, et il y en a beaucoup, l'ambassade possède une section consulaire qui assure l'intégralité des tâches administratives habituellement traitées au consulat. L'Algérie dispose d'une large représentation diplomatique à travers le monde. Elle couvre pratiquement tous les continents avec plus de 120 ambassades, consulats généraux et consulats implantés en Afrique, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique et en Océanie. Notre pays est également représenté par 8 missions permanentes auprès de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne et de la Ligue arabe. Voilà, c'est ainsi que nous avons choisi de commencer ce sujet, consacré donc, je vous le disais, aux consulats et aux ambassades. C'est justement par cet éclairage à propos de la différence entre une ambassade et un consulat. Et avec nous, justement, la personne la mieux indiquée pour parler de diplomatie algérienne, Monsieur Hossein Marlaoui. Excellence, vous avez été ambassadeur dans plusieurs pays. Et vous avez été également secrétaire général au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de la diplomatie algérienne à travers le temps? À travers le temps, je pense que je ne remonterai pas jusqu'à l'Antiquité, ni même jusqu'à la Régence. Mais si on parle de la diplomatie moderne, elle a commencé avec la lutte de libération nationale. Vous savez que dans l'appel du 1er novembre, l'objectif qui était fixé, c'est l'indépendance de l'Algérie à travers la lutte à l'intérieur, mais aussi la lutte à l'extérieur sur le plan diplomatique. À peine moins de 6 mois après le déclenchement de la Révolution, une délégation de l'Algérie combattante était déjà présente à Bandung. Et à Bandung, l'objectif était d'internationaliser la question algérienne. Le combat s'est poursuivi à New York, à l'Assemblée générale de l'ONU, et beaucoup de résultats ont été enregistrés. Avant la création même du GPRA en septembre 1958, la question algérienne était déjà inscrite à l'ONU, malgré les oppositions de la France à l'époque, la France coloniale, et de ses amis, qui considéraient que les événements d'Algérie étaient une affaire intérieure. Donc, la diplomatie algérienne a été très active pendant cette période. Avec la création du GPRA, le GPRA lui a donné une plus grande visibilité, puisqu'il a nommé des représentants à travers le monde, dans les pays amis. Et c'est
à ce moment-là que nous avons commencé à avoir une couverture diplomatique à travers le monde. Et aujourd'hui, cette couverture diplomatique est l'une des plus importantes en Afrique et dans le monde arabe. L'Algérie est le pays qui a le plus de représentation diplomatique et consulaire à l'étranger. Celui qui vient de parler à l'instant, Abdelwahab Saadouni, a très bien résumé la situation. Nous avons des ambassades, des consulats généraux, des consulats. Nous n'avons pas encore de consul honoraire. Nous n'avons pas eu recours à ça jusqu'à présent, du moins. Qu'est-ce qu'un consul honoraire, excusez-moi? Un consul honoraire n'est pas un diplomate professionnel. C'est quelqu'un qui exerce un métier, c'est quelqu'un en général qui est connu, qui peut rendre des services, et ses attributions ne sont pas aussi complètes que celles d'un consul. Il peut par exemple assurer la protection de nationaux, etc. C'est un civil, il peut être un ressortissant du pays algérien, comme il peut être aussi un étranger, mais qui est connu, par exemple, vous savez, si on avait un consul, par exemple, honoraire à São Paulo, vous savez, au Brésil, c'est pratiquement la capitale économique de l'Amérique latine. Bon, je pense que les consuls honoraires sont parfois très, très utiles, parce qu'il y a des pays qui sont tellement immenses qu'on ne peut pas avoir des consuls ou des consuls généraux un peu partout. Bon, aujourd'hui, de toute façon, nous avons une très bonne couverture diplomatique. Elle continue à être étoffée, puisque récemment, il y a eu des ouvertures de nouveaux postes. Serait-ce que le consulat à Barcelone, le consulat général à New York. Justement, quelle est la mission d'une ambassade et la mission d'un consulat? Oui, s'il fallait résumer ça, expliquer ça au grand public. Monsieur Saadoun vient de résumer très bien. L'ambassade, c'est donc l'État, et le consulat et l'administration. L'ambassade représente l'État auprès d'un autre État. Ces missions sont, si vous voulez, figurent dans l'article 3, si on me remonte, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 1961. Les missions aussi du consul figurent dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, je crois. Et l'ambassade a une mission diplomatique. Elle représente l'État auprès de l'autre État. Elle négocie avec l'État d'accueil, avec les autorités de l'État d'accueil. Elle se tient informée de ce qui se passe dans l'État d'accueil par les moyens légaux, bien entendu, dans le cadre du respect du droit international et du respect de la loi du pays d'accueil, pour informer son pays. Et elle a d'autres, vous savez, comme a dit votre représentant, lorsqu'il y a une visite, c'est l'ambassade qui organise tout, etc. etc. Bon. Maintenant, un consulat est chargé, c'est un service de l'État algérien à l'étranger pour être en relation avec nos nationaux, pour la protection des nationaux. Mais pas uniquement, M. Saadoun l'a très bien souligné, parce que le consul, on l'oublie souvent, peut avoir des missions économiques, commerciales, scientifiques, etc., culturelles, etc. Donc, il y a une différence entre les deux. Ceci étant, nous avons des pays où nous n'avons pas de consulat. Là, ce sont les ambassades qui ont des sections consulaires. Et les sections consulaires font exactement le même travail qu'un consulat. Nous avons, il n'y a pas de différence en fait entre consulat général et consulat. C'est la même chose, mais consulat général, c'est dans les grands postes, là où il y a beaucoup de citoyens algériens. Et le poste est occupé en général par un diplomate de plus haut rang. En général, je dis bien. Justement, nous avons sur ce plateau M. Touahria, qui lui a été consul général de Lyon. Peut-être qu'il va nous expliquer. Il est mieux placé que moi, je crois, pour parler de ces affaires consulaires. Du rôle d'un consulat. Oui, la fonction consulaire, elle est régie par le décret 2002, décret présidentiel, décret numéro 405 du 26 novembre 2002. Dans son article 10 de ce décret, il est clairement dit que le chef de poste consulaire, que ce soit consul général ou consul, assure dans sa circonscription la protection
des nationaux et la défense de leurs intérêts, aussi bien devant les tribunaux du pays d'accueil que devant n'importe quelle administration du pays d'accueil. Donc il a l'obligation d'assurer cette protection, non seulement aux ressortissants régulièrement immatriculés, même ceux qui sont de passage, ou même qui sont immatriculés dans d'autres circonscriptions. Oui. Voilà. Donc voilà la définition d'une fonction consulaire exercée par un consul général ou un consul. Je reviens à vous, Excellence, et quelles sont les qualités et les qualifications que devrait avoir un diplomate? Allez, commençons par les qualités. Par les qualités, bon, d'abord, il faut qu'il ait... vous savez, les qualités, ce sont les qualités que doit avoir un être humain, tout simplement. Je ne vois pas de qualité particulière que doit avoir un diplomate. Il doit être irréprochable dans sa vie professionnelle, aussi bien que dans sa vie personnelle. Parce que il est le représentant d'un État auprès d'un autre État. C'est un peu la vitrine de ce pays auprès d'un autre État. On dit à propos des touristes que chaque touriste est l'ambassadeur de son pays à l'étranger. Donc ce n'est pas uniquement le diplomate qui doit avoir des qualités pour bien représenter son pays à l'étranger, le touriste aussi doit avoir de bonnes qualités pour représenter son pays, bien entendu. Et à plus forte raison, un diplomate. Voilà ce que je peux dire sur les qualités. Pour les compétences, bon, les compétences, vous savez, les premiers diplomates ont été formés pratiquement sur le tas. Ils sont sortis du mouvement nationaliste algérien, ils ont fait la révolution, et c'était des militants. Ensuite, il y a eu la seconde génération à laquelle j'appartiens, qui est sortie des universités. Donc nous étions relativement mieux armés. Et maintenant, nous avons tous les diplomates qui sortent de l'université et qui passent par l'Institut diplomatique, qui est géré par le ministère des Affaires étrangères. Voici, si vous voulez, la filière pour être diplomate. Maintenant. On passe un concours et puis on passe à l'IDRI, après l'université, bien entendu, après un 3e cycle à l'université. Revenons, on va être plus terre à terre à partir de maintenant. On va revenir aux problèmes au niveau des consulats dans le monde. Et les citoyens algériens s'en plaignent beaucoup. Alors on va d'abord revenir sur l'importance de l'immatriculation consulaire, c'est-à-dire de prime abord, on ne peut pas s'adresser à son ambassade ou à son consulat si on n'est pas immatriculé de toutes les façons. Alors quelle est donc l'importance, en quoi est-ce important de s'identifier, de s'immatriculer, de porter un numéro? L'immatriculation, c'est un acte volontaire du ressortissant. Ces avantages de cet acte-là permettent à la représentation consulaire de recenser le ressortissant, soit par son adresse, soit par sa fonction, et puis surtout l'inviter à tous les événements célébrés par la représentation consulaire, que ce soit au niveau des fêtes nationales, que ce soit au niveau de délégations d'un responsable de l'État qui ont tourné dans une circonscription. Donc, l'immatriculation permet aux ressortissants d'être en contact permanent avec son pays. Mais ce n'est pas une obligation. Non. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais les ressortissants commencent à se rendre compte qu'elle est très importante. Parce que généralement, quand on est en difficulté avec les administrations du pays d'accueil et on n'est pas connu des services consulaires, on ne peut pas bénéficier de la défense et du concours de la représentation consulaire. Donc les gens commencent à s'immatriculer, surtout ces dernières années-là. Oui, et nous l'avons remarqué lors des dernières présidentielles, l'immatriculation ne veut pas dire inscription sur les listes électorales, il y a une autre inscription qui passe par là. Ça c'est une confusion, malheureusement elle est élargie au niveau de la population, parce que dans l'esprit des ressortissants, s'immatriculer, ça veut dire qu'il est porté sur la liste électorale.
Alors que, ce sont deux choses distinctes. Comme vous le savez, il y a une réglementation en matière d'inscription sur les listes électorales. Il y a une révision annuelle qui se fait chaque mois d'octobre, du 1er au 30 octobre. Et il y a des révisions exceptionnelles qui interviennent en cas d'échéance électorale. Donc, chaque année, les représentations consulaires adressent des communiqués, que ce soit par le biais des sites internet ou bien par des associations, pour inviter les gens à venir s'inscrire sur les listes électorales. Et aussi, quand il y a des échéances électorales, on ouvre les révisions exceptionnelles pour permettre aux gens de venir s'inscrire. Voilà. Je vous propose à présent d'écouter des avis, les avis d'Algériens rencontrés à l'entrée du consulat d'Algérie à Paris. C'est au micro de notre correspondante Afaf Belhouchet. Comment vous jugez les prestations consulaires de façon générale? Elles sont de bonne qualité, il n'y a pas de problème. L'attente est un peu longue, mais le travail est bien fait. L'attente est un peu longue, c'est tout. Hein. Est-ce que vous trouvez que les locaux sont adaptés au nombre Ils sont trop petits parce qu'avec la délivrance du passeport biométrique, il y a plus de monde. Il y a 3 millions d'Algériens en France, donc tout le monde fait le passeport biométrique en même temps. C'est long, le S12, il faut venir. Beaucoup de familles n'ont pas transcrit leurs enfants sur l'état civil, donc il faut faire la transcription. Après, il faut délivrer le S12. Pour avoir des rendez-vous, c'est par téléphone, et les téléphones, c'est occupé sans arrêt parce qu'ils sont débordés au niveau du standard. Ils n'ont pas de standard adapté à la demande. Moi, depuis 5 h du matin, je viens de Tours. Je viens de loin quand même, de 230 km. Et je suis encore là, je ne sais même pas si j'aurai mon train ce soir, pour avoir juste un papier. Et ce papier-là, on m'a donné un numéro, j'attends depuis ce matin, je suis en numéro qui est très 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 long, le S12, là, comme ils disent, là, le R12. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi aussi long pour nous donner ce document-là, qui est pas si compliqué que ça. C'est comme une fiche familiale qu'on va chercher dans une mairie en France ou un acte de naissance. Alors pour moi, ça fait très long, surtout quand on vient de loin. Alors, et s'il nous manque un document, ah bah alors là, c'est demi-tour. Alors vous vous rendez compte, les frais de revenir avec nos enfants, parce que s'ils sont majeurs, il y a plein de choses. Ce que j'en pense, c'est qu'on a une population qui est importante. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile, mais bon, je pense qu'ils font le maximum. Maintenant, je pense qu'on devrait au moins ouvrir un deuxième consulat à Paris, pour moi, personnellement. Je trouve que celui-là, il n'a pas la capacité d'accueillir toute la population algérienne en France, et notamment à Paris. Pas de la lourdeur, parce que c'est un peu le manque d'informations. On n'a pas toutes les informations qu'il faut, etc. En fait, pour moi, à partir du moment où on fait 300 km pour venir jusqu'ici et pour rester là depuis 5 h du matin, sincèrement, non, je vois pas. 5 h du matin, on est encore là. Pourquoi vous venez à 5 h du matin? Vous savez que ça n'ouvre pas à 5 h du matin? Parce qu'il y a la queue à 3 h. La queue commence à 3 h ici. Le consulat ouvre à 9 h, les gens ils étaient déjà là. Il y avait 197 personnes avant nous. Vous imaginez, à 5 h. Ça veut dire qu'à midi, vous aurez laissé, ça aurait été jusque là-bas. Non, c'est pas possible. Moi, ce que je vais faire, je vais aller dans ma ville à Blois, faire une pétition pour qu'on ait au moins un local pour faire nos papiers directement. C'est pas possible de se déplacer pour galérer comme ça. Nous, on va remonter l'information et vous disiez tout à l'heure que ça ne sert à rien de remonter l'information? Oui, ça sert à rien de remonter l'information parce que personnellement, je sais très bien qu'ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'on se déplace. Les personnes nous connaissent à force. Les personnes du consulat nous connaissent par nos prénoms tellement ils ont l'habitude de nous voir. Et ils nous disent tous la même chose. Tous, faut écrire au consul. Mais oui, on a déjà écrit au consul. Là, on va partir sur la pétition s'il n'y a que ça à faire. Le pire, c'est l'invalidité. Les gens qui sont invalides, ils les font même pas passer en priorité. Les gens qui sont malades, ils les font... Non, mais non. Il y a des dames avec leurs gamins qui sont là depuis 5 h du matin. Ils ont un ticket, ils doivent passer. Ils doivent attendre. Non. Je pense que déjà, le consulat de Paris regroupe trop de départements. Moi, par exemple, je viens de Montargis, je viens jusqu'à Paris pour faire un passeport. Il y a 8 départements. À peu près 120-130 km. 120-130 km à peu près. Donc, je pense qu'il faudrait dégrouper un peu. 75, 78, 45, 37, 28, 41, 36, 50. Il y a trop de départements. Donc, forcément, ça bouchonne dans les services, ça allonge les procédures, etc. Donc voilà. On a beaucoup attendu, on s'est énervé, même ceux qui sont de l'autre côté du guichet, ils sont énervés. Donc des deux côtés on est énervé, ça explose à un moment. Vous venez à quelle heure? Vous pouvez me dire à peu près comment vous avez fait? Ce matin je suis venue à 6 h du matin.
J'ai attendu à peu près 1 heure ici avant qu'on me donne le ticket. Et voilà, j'ai attendu jusqu'à 16h, non jusqu'à 15h, qu'on me prenne mes papiers quoi. Et là je suis toujours en train d'attendre de récupérer mes papiers. Vous êtes venu faire quoi exactement? Tout. Passeport algérien, carte d'identité et carton consulaire. Et tout ça, quand est-ce que vous allez les obtenir? Demain je viendrai les chercher. Vu que là c'est impossible, là les gens ils s'énervent, il fait trop chaud, il y a le bruit de la tronçonneuse. Voilà, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Quel est le problème pour vous? Au niveau de l'accueil, de la gestion de l'accueil, de la gestion des personnes, on n'est pas des étrangers, on est des Algériens. On nous traite comme si on était des étrangers. Il n'y a aucun du personnel qui est capable de nous donner une réponse. À chaque fois qu'on pose une question, c'est toujours quelqu'un d'autre qui nous répond ou on nous envoie en haut, on nous refait descendre en bas, on nous renvoie dans un autre bureau. C'est inadmissible. Et par rapport aux conditions d'attente, je trouve ça inadmissible que des travaux, ils ne se font pas la nuit, ils se font la journée, pendant qu'il y a 100, 150 personnes dans une salle d'attente et que tout le monde il est fatigué et qu'il y a la chaleur des gens, tout ça, franchement c'est inadmissible. Les locaux ils sont pas adaptés, ils sont super petits, on est super nombreux. Donc vous demandez est-ce que ce soit largement plus grand, au moins 3 fois plus grand que ça. Et mieux organisé au niveau des files d'attente, tout ça, parce que c'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi. Les gens ils passent devant vous, personne ne sait qui est devant, qui est derrière. Il y en a, ils arrivent, ils passent devant en premier, toi t'attends. Moi depuis 5h30 du matin je suis là et j'ai pas encore fini. Eh bien, les avis de citoyens, il y en a eu beaucoup, pas toujours positifs, mais les questions étaient donc...